Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Au menu de cette émission, le Parlement européen a voté une résolution visant à geler les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. En riposte, le président turc menace de rouvrir les frontières aux migrants. Et puis, en deuxième partie, notre reportage. François Goulin est parti enquêter sur ces centrales nucléaires en Belgique qui font peur à l'Europe. Les nombreuses fuites, les fissures, voire les tentatives de sabotage de ces centrales posent un problème de sécurité. Mais d'abord, l'actualité, c'est la tension qui monte à nouveau entre la Turquie et l'Union européenne face aux attaques multiples contre les droits de l'homme du président Erdogan. Une résolution visant à geler le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union a été votée. En riposte, le président turc joue sur la possibilité d'ouvrir à nouveau la route de l'Europe aux migrants. On regarde et on réagit juste après avec nos invités. Il est en colère, Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a pris la parole pour réagir à la décision prise par le Parlement européen qui demande le gel des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Erdogan a brandi la menace des migrants. L'homme sait qu'il a entre les mains un véritable moyen de pression. Quand 50 000 migrants s'étaient amassés à la frontière entre la Turquie et la Bulgarie, vous, les Européens, vous avez crié à l'aide. Vous avez compté sur la Turquie pour qu'elle ferme ses frontières. Si l'Europe continue à nous mépriser, ses frontières, nous allons les ouvrir. Mettez-vous bien ça dans la tête. La semaine dernière, le Parlement européen a demandé le gel des négociations d'adhésion en raison de la féroce répression turque depuis le coup d'État avorté de juillet. Vote purement symbolique, cette décision n'appartient qu'aux États membres. En mars, la Turquie et l'Union européenne ont conclu un pacte qui a permis d'assécher le flux de clandestins vers l'Europe. Si la menace de rouvrir les frontières est crédible, le président Erdogan prend le risque, s'il mettait ces menaces à exécution, de perdre un levier important, son statut de partenaire indispensable de l'Europe, celui qui fait de lui un homme fort de la scène internationale. Alors nous avons rejoint sur ce plateau Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé belge, coprésident du groupe des Verts, ici au Parlement européen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Dominique Riquet, bonjour. Vous êtes eurodéputé français du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. En France, vous avez été élu sous les couleurs de l'UDI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, Jean Quatremer, vous n'avez pas été élu sous les couleurs de l'UDI ni des Verts. Vous étiez même un peu anarchiste sous les bords à une époque. Faut pas balancer. En tout cas, vous êtes le correspondant de Libération dans la capitale européenne, auteur du blog Coulisses de Bruxelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de voir le président Erdogan. Il sait qu'il a entre les mains un véritable moyen de pression sur l'Europe. Est-ce que cette menace, elle est crédible ? Philippe Lamberts. Je pense que c'est une menace qui va continuer à agiter. Maintenant, est-il prêt à passer à l'acte? Il sait très bien qu'il est isolé. Vous vous rappelez, la politique de la Turquie, c'était avoir zéro ennemi, s'entendre avec tous ses voisins. Aujourd'hui, la Turquie a des problèmes avec à peu près tout le monde. Erdogan se reforge une forme d'alliance ou d'entente avec la Russie, mais la Russie a une économie qui n'est pas florissante et donc ne peut pas beaucoup aider l'économie turque qui a vraiment besoin d'aide. Et donc, Erdogan a besoin de l'Europe, au moins sur le plan de débouchés économiques, et donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Ceci étant, si les Européens avaient la volonté de faire leur juste part dans l'accueil des réfugiés, Erdogan n'aurait tout simplement pas de bras de levier. C'est parce que, comme il l'a très bien dit, le simple risque de voir arriver 50 000 réfugiés en Europe, si ça tétanise les leaders européens, alors évidemment, il ne faut pas grand-chose pour les tétaniser. Vous savez, quand bien même il mettrait à exécution sa menace d'envoyer en Europe les 3 millions de réfugiés qu'il y a en Turquie, eh bien, 3 millions de réfugiés sur 508 millions d'habitants, c'est même pas 1% de notre population. Donc c'est quelque chose, à la limite, qui devrait nous faire réagir en disant « chiche ». Ose le faire et tu verras, nous, on est capable de les intégrer. Mais évidemment, le problème, c'est qu'à la tête des 28 États de l'Union européenne, il y a des gens qui n'osent pas tout simplement assumer leurs responsabilités et donc ont peur de se confronter à ce qu'ils pensent être la dominante de l'opinion publique. Dominique Riquet, l'Europe devrait réagir en disant « chiche, fais-le ». Non, je ne crois pas qu'il faille dire « chiche, fais-le », mais ce qui est clair, c'est qu'il est dans une stratégie d'affrontement avec tous ses voisins.
Absolument, et d'ailleurs avec une partie de son peuple. Donc, je ne crois pas, comme Philippe, qu'on puisse accueillir 3 millions de réfugiés sans que ça pose d'importants problèmes politiques à l'intérieur de l'Europe. On l'a vu. Bon. Alors, je ne me place pas sur un point de vue moral, ou le devoir d'accueil, ou le devoir d'asile, mais on voit bien qu'il y aurait des conséquences politiques en Europe que nous ne souhaitons pas. Donc je crois que la discussion continue, et comme ça a été dit, ils ont des dépendances économiques fortes avec nous. Il faut discuter, c'est clairement un rapport de force. La discussion continue, l'Union européenne ne peut pas claquer la porte au nez d'Erdogan, selon vos propres mots. On est dans un problème extrêmement complexe avec la Turquie, tout simplement parce que le seul instrument de politique étrangère réel dont dispose l'Union européenne, c'est-à-dire les 28 agissant ensemble, c'est la perspective de l'adhésion. Et on est rentré dans ce jeu-là avec la Turquie lorsqu'on l'a reconnu d'abord le statut de pays candidat et lorsqu'on a ouvert les négociations d'adhésion. En réalité, c'était vraiment le bal des faux culs. C'est-à-dire que tout le monde, personne n'avait envie que la Turquie adhère, mais c'était le moyen d'amener la Turquie à se moderniser. Et on se disait, de toute façon, ça va prendre 10, 20, 30 ou 40 ans, et que peut-être, au terme de ce processus, l'Union européenne et la Turquie se seront suffisamment transformées pour peut-être un jour que la Turquie adhère. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Évidemment. Donc on se retrouve, surtout on n'avait pas prévu l'élection d'Erdogan et le durcissement brutal, autoritaire du régime d'Erdogan à la suite du coup d'État du mois de juillet. Le problème aujourd'hui, c'est que si on la joue morale, c'est-à-dire on dit aux Turcs, écoutez maintenant vous n'êtes plus une démocratie, pas tout à fait une dictature, et donc on interrompt, comme voudrait le faire le Parlement européen, on interrompt les négociations d'adhésion. Là, on fait de Erdogan un martyr aux yeux de son peuple, aux yeux de la communauté internationale, parce qu'il vient de dire, écoutez, au moment du coup d'État, personne n'a réagi, c'est vrai chez les Européens, on attendait tous finalement qu'il soit renversé, on l'espérait un peu, il faut dire les choses comme elles sont, et donc il dit, vous m'avez laissé tomber, et il apparaîtra effectivement comme un héros. Si on continue les négociations comme si de rien n'était, de facto, ça renforce ces tendances autoritaires à l'intérieur du pays, donc on est coincé. C'est-à-dire que là, Erdogan, pour ça, il est malin. Il sait qu'il nous tient. Donc le but de l'Union européenne, en tous les cas du côté des chefs d'État et de gouvernement, c'est de laisser Erdogan s'enfermer lui-même en Turquie. C'est-à-dire qu'il convoque son référendum, parce qu'il a annoncé qu'éventuellement au printemps prochain, il convoquera un référendum sur la perspective d'adhésion, et qu'il claque lui-même la porte au nez des Européens. Mais notre intérêt, une fois qu'on a commencé à négocier, n'est pas de claquer la porte au nez des Turcs. Ça serait vraiment contre-productif. C'est un peu un serpent de mer, cette adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Est-ce qu'il ne faudrait pas, une bonne fois pour toutes, dire aux Turcs, à la Turquie, on ne vous veut pas en Europe et pas laisser espérer les Turcs, parce que maintenant, être honnête une bonne fois pour toutes. Vous avez raison, il faudrait arrêter. Dire que De Gaulle, avant le début des négociations d'adhésion avec la Grande-Bretagne, a dit non 2 fois. Mais si le processus d'adhésion avait commencé, De Gaulle n'aurait pas pu dire non à la Grande-Bretagne. Voilà, c'est ça le piège dans lequel on s'est mis. Philippe Lamberts. Oui, ceci étant, la Turquie, au début, il faut se rappeler quand même, l'arrivée au pouvoir du parti AKP de M. Erdogan s'est accompagnée de progrès considérables de la Turquie en direction des valeurs européennes. Je veux dire, il a quand même renvoyé l'armée dans les casernes, il a engagé, ce qui était impensable, un processus de paix avec le PKK, donc les séparatistes kurdes, qui ne sont quand même pas des enfants de cœur, au Kurdistan. Et donc, on a vraiment vu une progression réelle de l'état de droit en Turquie. Et c'est vrai que là, les Européens n'ont pas, me semble-t-il, ont envoyé, rappelez-vous, c'était l'époque Merkozy, où les messages du PPE, le plus grand parti européen, ont été clairs. Écoutez, vous pouvez faire tous les progrès que vous voulez, mais de toute façon, ça ne nous intéresse pas, vous n'avez pas de perspective d'adhésion. Je vais dire, ça n'est pas la seule cause qui a fait qu'Erdogan a pris son virage dictatorial, parce que je crois que c'est ça qu'il faut quand même bien... Enfin, il faut appeler les choses comme elles sont. Mais je pense en tout cas que ça l'a encouragé à le faire. Je veux dire, s'il sait que de l'autre côté de la table, il y a des gens qui négocient pas de bonne foi, il n'a plus aucun intérêt à rapprocher son Dominique pays Riquet, de la leurs valeurs. Turquie, elle a un avenir Oui, il y a 2 éléments du contexte qu'il faut rappeler. Le premier, c'est que les États-Unis ont beaucoup poussé à l'intégration de la Turquie dans l'Europe pour des raisons qui tenaient à l'OTAN et géopolitiques, et que probablement ça, là, il y a des choses qui vont beaucoup bouger. Et la deuxième chose, c'est que la Turquie est intégrée économiquement dans l'espace européen. Et que ses débouchés, son emploi, son industrie sont étroitement corrélés. Donc, les armes d'Erdogan... fait partie de l'OTAN aussi. Ah oui, non, mais... Ça permet les armes d'Erdogan... islamique, Jean 4 mers. Les armes d'Erdogan, quand même, sont limitées, parce que sur le plan économique, là, ça pourrait être catastrophique de couper les ponts avec l'Europe. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Philippe Lamberts, Philippe Lamberts à propos justement des progrès qu'a accompli la Turquie. Il faut voir aussi qu'Erdogan, on l'a sous-estimé depuis le début. En fait, il s'est servi de l'Union européenne
pour pousser l'armée, ramener l'armée dans les casernes. C'est-à-dire, il s'est servi des valeurs européennes pour dire aux militaires, non, vous n'êtes plus les gardiens de l'état de droit en Turquie, vous n'êtes plus les gardiens des droits de l'homme, parce que c'est l'inverse de chez nous. Pour nous, les militaires... C'était historiquement le cas en Turquie, hein, depuis Mustafa Kemal Atatürk. Oui, voilà, parce que chez nous, le militaire qui prend le pouvoir, c'est le bad guy, c'est Pinochet. En Turquie, c'est exactement l'inverse. Donc il s'en est servi pour enfermer les militaires dans les casernes, et maintenant qu'ils sont dans les casernes, l'Europe ne l'intéresse plus. Je veux dire que Erdogan n'a aucune intention, mais vraiment, j'en suis persuadé, d'adhérer à l'Union européenne. Il se sert de l'Union européenne. Donc là, en l'occurrence, le jeu qui doit être le nôtre, c'est de le laisser s'enfermer dans cette logique et de qu'il claque la porte lui-même. Mais comme le dit très bien Dominique Riquet, c'est que de toute façon, à terme, il aura besoin de nous. Ouais. Il est coincé parce que les seuls débouchés turcs... Qui va claquer la porte le premier alors? Les Turcs ou... Oui, les Turcs. Ou les Européens? Les Turcs? Les Turcs. Moi, je suis persuadé que ce sont les Turcs aussi. On verra ça. On passe en tout cas prend un pari? On verra ça. En tout cas, on passe à la seconde partie de cette émission. Il y a le président turc qui menace l'Europe avec les migrants. Il y a aussi ces centrales nucléaires en Belgique qui font peur à l'Europe. Les nombreuses fuites, les fissures, voire... les tentatives de sabotage de ces centrales posent un problème de sécurité et font craindre à certains un Tchernobyl belge. Le reportage de François Goulin avec les équipes de la RTBF. Entre Namur et Liège, posée au bord de la Meuse, la centrale de Tihange et sa réputation sulfureuse. Ici, les incidents sont monnaie courante. En 2 ans, les turbines ont été arrêtées 8 fois pour finalement être autorisées à redémarrer l'année dernière. Francis Lebout a travaillé dans cette centrale comme ingénieur. Aujourd'hui, l'association qu'il a créée demande l'arrêt définitif de cette bombe à retardement. Il y a plusieurs problèmes. Donc on a un réacteur qui est vieillissant, qui a dépassé les 30 ans, donc ça commence à devenir très limite en termes de résistance de matériaux. Donc on a la présence de plus de 3000 microfissures qui ajoutent à la dangerosité. Plus personne ne conteste le fait qu'il y aura un autre Fukushima un de ces jours dans le monde. Est-ce que ce sera à Tihange ou quelque part en France personne n'en sait rien, mais ça arrivera. L'idée d'un accident nucléaire majeur à Tihange, Francis Lebout l'imagine depuis des années. Et dans une des zones les plus peuplées d'Europe, les conséquences seraient dramatiques. Si on avait un accident majeur de ce type-là, donc genre Fukushima ou Tchernobyl, ça signifie tout simplement la fin de la Wallonie et donc de la Belgique, vu les conséquences. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux accidents de Tchernobyl et de Fukushima, c'est qu'on a une densité de population aussi qui est bien plus grande. Donc ce sont des millions de personnes qui seront touchées, qui devraient être déplacées. Pour la Wallonie, on peut considérer que c'est la fin. La Wallonie n'existe plus, quoi. C'est clair. Une catastrophe digne de Fukushima en pleine Wallonie. Même les officiels belges envisagent ce scénario dans le plus grand secret. Jean-Marc Nollet est député écologiste. Il suit le dossier depuis des années et s'est procuré un document explosif. Une lettre du gendarme du nucléaire, l'AFCN, envoyée à la direction de la centrale il y a quelques mois. J'ai souligné les valeurs alarmantes des probabilités de fusion du cœur. Ces résultats sont franchement désastreux. J'ai demandé en conséquence une prise en charge vigoureuse de cette problématique. Vous imaginez, s'il y a ça, il faut arrêter les centrales. On ne peut pas simplement dire, voilà, on vous envoie un courrier. Non, si ce qui est dit, ce qui est écrit est vrai, il faut en tirer d'autres conséquences, et notamment porter aussi le dossier en justice. Non, ici l'agence, à la fois elle utilise des termes très très durs, on le voit dans le courrier, mais elle ne fait qu'envoyer un courrier. En plus de l'inaction, c'est l'indépendance de l'agence de contrôle qui est également en ligne de mire. Son directeur, Jan Benz, est l'ancien patron de l'autre centrale belge, Doel. Face aux accusations d'être juge et partie, un audit de l'agence a été demandé. Jean-Marc Nollet s'en est procuré une copie dont les conclusions sont accablantes. Il y a une impression de perte d'indépendance graduelle de l'agence par rapport au monde politique et économique. Des collaborateurs se demandent si la direction est poussée à faire certains compromis. S'il y a bien un endroit, un lieu, un dossier où l'agence doit être totalement indépendante de toute forme de pression politique, économique, c'est justement par rapport aux centrales nucléaires. Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand le patron de cette agence
est l'ancien patron de la centrale de Doel. Il contrôle s'il a bien fait son job il y a 10 ans, quoi. C'est pas possible, évidemment. Il faut renforcer l'indépendance et le regard international est un des moyens pour renforcer l'indépendance de notre agence. Mais Jan Benz est également un personnage au passé trouble. Il a lui-même raconté à la presse qu'il avait distribué des enveloppes de cash à des intermédiaires au Kazakhstan lorsqu'il travaillait dans le nucléaire. Suite au tollé suscité par ces révélations, c'est le silence radio. Ni la FCN ni la centrale de Tihange n'ont voulu répondre à nos questions. Seul, le principal syndicat du site a accepté de nous parler. En tant que travailleur, on doit accepter les décisions de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. Et tout ça nous est apparu rationnel et cohérent. Donc lorsqu'il a été décidé de redémarrer, on a redémarré la conscience tranquille. Malgré les milliers de fissures et la durée de vie dépassée de tous les réacteurs, les 2 centrales belges ont été prolongées jusqu'en 2025. Mais les Belges ne sont pas les seuls à s'inquiéter. 90 communes des pays voisins ont décidé de porter plainte devant la Cour de justice européenne pour faire fermer la centrale de Tihange. Voilà un reportage de François Goulin. Philippe Lambert, question toute ça, parce qu'il faut fermer ces centrales nucléaires. Évidemment. Celle de Tihange et celle de Doel, en Belgique. Évidemment, mais écoutez, vous auriez une voiture qui a 400 000 km et qui tombe en panne tout le temps, qui en plus de ça crée dans votre garage des déchets qui rendent votre garage inhabitable. Qu'est-ce que vous feriez? Vous remplaceriez votre voiture vite fait. Autrement dit, vous en débarrasseriez, parce que ça n'a aucun sens. C'est de l'obstination, c'est de l'acharnement, véritablement, c'est de l'acharnement thérapeutique, mais en fait, on voit que c'est le produit, et ça, c'est un peu un mal belge, pas seulement, mais c'est un mal belge de collusion entre, en effet, le monde politique, le monde économique, les autorités. On confond les genres, et on voit bien l'amateurisme total du gouvernement actuel en Belgique, mais je dois dire aussi, de ce point de vue-là, de bien de ses prédécesseurs, qui continuent à ignorer le problème. Et cette lettre est évidemment symbolique. Lorsqu'on dit, écoutez, il y a un problème très grave de potentielle fusion du réacteur, faites quelque chose. Faites quelque chose. C'est gentil, mais enfin, je veux dire, à un moment, s'il y a un risque aussi important, il faut le prendre à bras-le-corps. Je rappelle quand même que Tihange se trouve à portée de Liège, une des principales agglomérations belges, et Doel d'Anvers. Anvers, qui non seulement est une ville d'importance belge, mais d'importance européenne, puisque c'est un des principaux ports de l'Union européenne. Et donc, en cas d'incident majeur dans ces centrales, les premières villes évacuées, et on parle bien de villes, on ne vous parle pas de petits villages, on parle bien de villes qui, à évacuer, seraient Liège et Anvers. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, la Belgique n'est pas isolée là-dessus. On sait le nombre de centrales d'EDF qui sont aujourd'hui à l'arrêt. On va en parler. Parce qu'elles ne répondent pas aux normes non plus. Eh bien, je pense qu'il est temps qu'on prenne conscience que sortir du nucléaire, c'est maintenant. Et donc, ça va prendre du temps, mais il faut entamer cette sortie maintenant. Et au lieu de ça, on retarde la sortie. Dominique Riquet, est-ce qu'on n'exagère pas un peu trop si l'agence de contrôle, l'agence fédérale belge a dit que c'était bon, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Alors, je pense qu'il y a un problème de confiance, clairement. Il y a un problème de confiance dans à la fois les autorités de contrôle, mais aussi techniquement dans les contrôles. Pourquoi on a découvert que dans tous les réacteurs, d'ailleurs en France, en Belgique, mais ailleurs aussi, il y avait des micro-fissures, simplement parce que les moyens de détection ont progressé considérablement et ont permis de les découvrir. On ne sait pas depuis combien de temps c'est là, ni le danger que ça représente. Il y a donc effectivement, et Philippe Lambert se dit bien, c'est une question de confiance. Les contrôleurs sont-ils effectivement... mérite-t-il notre confiance? Le matériel est-il dangereux? Bon, alors, il y a aussi un autre problème. C'est que, je reprends la métaphore de la voiture, évacuer la voiture, mais après, vous roulez dans quoi? Parce que... dans autre chose. Voilà, non, mais pour l'instant, est-ce qu'il y a les moyens de donner de l'électricité aux Belges si on ferme toutes les centrales nucléaires? Alors, c'est des questions qui, évidemment, ne sont pas à mettre en balance avec le risque d'un incident majeur dans une zone aussi peuplée. Et donc, il y a un problème, c'est un problème de confiance, c'est un problème d'objectivité. Je crois que c'est très important. Et c'est vrai que dans le doute, on peut se poser des questions. Mais si je peux me permettre juste un point sur la question de la qualité des contrôles. Je veux bien admettre que les techniques de contrôle se sont améliorées, qu'on peut détecter aujourd'hui des choses qu'on ne détectait pas hier. Mais que constatons, par exemple, en France, à Flamanville, que le couvercle de la cuve du réacteur, donc qui vient d'être produit, est lui aussi non conforme. Donc, ce que je veux dire, c'est cette culture
un peu du je m'en foutisme dans la filière nucléaire, qui est aussi le résultat d'externalisation et de recours à la sous-traitance, etc. Cette culture de la sécurité s'est affaiblie considérablement, et aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Voir qu'en France, par exemple, on a recouvert la France de centrales nucléaires sans que jamais il y ait eu un débat démocratique Exactement. au Parlement. C'est une décision de gens, de polytechniciens et d'énarques autour du général de Gaulle, poursuivis ensuite par Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, qui ont décidé seuls, sans consultation, de recouvrir la France centrale nucléaire. Est-ce que d'ailleurs la gauche s'est emparée du sujet en France? Absolument jamais. Les seuls qui s'en sont emparés, ce sont les écolos. Et bien, alors que si on faisait la même chose dans tout autre domaine, on entendrait des hurlements à propos de l'absence de démocratie. Aujourd'hui, je crois qu'il faut s'arrêter, réfléchir et se rendre compte que, et l'exemple belge est là, que le nucléaire est un danger. On le savait depuis longtemps, parce que le nucléaire, on a l'impression que c'est une énergie propre. Oui, parce que personne ne réfléchit à ce que deviennent les déchets. Donc en fait, on renvoie ça à nos petits-enfants qui auront à gérer des déchets. Donc c'est une filière, en fait, qui produit une électricité peu coûteuse. C'est exactement l'inverse, parce que le traitement des déchets va faire qu'en réalité, l'électricité qu'on consomme gratuitement aujourd'hui, demain, elle va valoir une fortune. Donc les coûts de la filière nucléaire n'ont jamais été calculés. Donc il faut à un moment se dire, il faut en sortir. Et les seuls qui ont été capables de le faire, du jour au lendemain, c'est une démocratie qui fonctionne, ce sont les Allemands. Tout à fait. C'est-à-dire que Angela Merkel a pris seule au lendemain de Fukushima une décision, alors c'était du brutal, elle n'a consulté personne, il faut le reconnaître, mais néanmoins, le peuple s'est retourné contre l'énergie nucléaire, elle en a tenu compte et elle a stoppé, elle a essayé de sortir du nucléaire. Une démocratie qui fonctionne. En France, Dominique Riquet, les pro-nucléaires sont majoritaires, à droite comme à gauche. D'abord, la décision d'Angela Merkel est totalement antidémocratique, puisqu'il n'y a eu aucune consultation. La deuxième remarque, c'est qu'après un moment d'enthousiasme, il y a beaucoup de choses à dire sur le sortir du nucléaire allemand actuellement, notamment sur le plan environnemental. Bon, ça nécessiterait une autre discussion, mais ce n'est pas si simple. Et l'exemple allemand a bien démontré la difficulté à sortir du nucléaire. Alors sur le principe, le problème n'est pas de savoir si, à terme, il n'est pas préférable d'avoir des énergies renouvelables à la place des énergies nucléaires ou des énergies fossiles. C'est comment on fait, en combien de temps on fait et dans quelles conditions démocratiques on le fait. Alors ça, c'est une question qui n'est pas tranchée. Et c'est vrai mais que si on interdit le débat, on commence jamais. Oui, mais c'est vrai. C'est le fumeur qui dit « j'arrête demain ». Non mais c'est vrai, Philippe, mais il faut bien dire... fumer tous les jours. Non mais Ahmed le dit, c'est qu'en France, si actuellement on faisait un débat démocratique sur le sujet, je ne pense pas sûr que les antinucléaires l'emportent. Non. Si je peux rajouter quelque chose sur Angela Merkel, il faut quand même se rappeler que quand Angela Merkel arrive au pouvoir, elle annule la loi de sortie de nucléaire adoptée par le gouvernement socialiste écolo en Allemagne. Hein. Et donc elle dit, c'est quoi cette connerie, il faut continuer le nucléaire. Vrai, oui. 6 mois après Fukushima, Angela Merkel, qui est physicienne, donc c'est pas une juriste, c'est une physicienne, donc elle sait ce que c'est le nucléaire, dit, oh, le nucléaire est dangereux, on va arrêter. Alors, je vais dire, parlez-moi de leadership politique. Je pense qu'il y a une sérieuse dose d'opportunisme là-dedans. Ceci dit, la bonne décision, c'était en effet de sortir du nucléaire. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer le regard international avec au moins une agence européenne de contrôle C'est ce qu'on a nucléaire? fait pour les banques. C'est ce qu'on a fait pour les banques. On a dit, oui, est-ce que les contrôleurs français ne sont pas un peu cul et chemise avec les banques françaises? Donc, on va faire un gendarme européen, en tout cas au moins pour la zone euro, des banques. Eh bien, je pense qu'il faudrait exactement la même chose pour le nucléaire. Et je dirais, le nucléaire est au moins aussi risqué pour la société que les banques systémiques. Ce qui se passe en Belgique, ça peut se passer en France. On sait que c'est Engie, ex-GDF Suez, qui gère les centrales en Belgique, mais aussi en France. Gérer, c'est un grand mot. Mais c'est exactement la même chaîne de commandement qu'en Belgique. Encore une fois, c'est un mélange des intérêts. Donc, c'est un lobby qui agit dans les coulisses du pouvoir. Il n'y a aucun contrôle indépendant. Je veux dire que le lobby nucléaire en France, c'est quelque chose qui est d'une puissance qui dépasse l'imagination. Donc, et ce qui interdit le débat. Vous savez, quand vous dites, Dominique Riquet, qu'en France, aujourd'hui, dans l'opinion publique, il n'y aurait pas une majorité pour la société nucléaire, vous avez tout à fait raison. Parce que ça fait 50 ans, 60 ans qu'on nous apprend à l'école, moi j'ai appris ça à l'école, que le nucléaire, c'est une énergie propre, que c'est absolument sans danger. On nous balance ça dans le crâne jour et nuit. Les médias nous le disent tous les jours. Mais vous en faites pas, on ne va pas sortir du nucléaire. Et puis regardez aujourd'hui, en Allemagne, ils sont passés au charbon, c'est bien pire. Paris est pollué à cause du charbon allemand. Maintenant, c'est Marine Le Pen qui nous explique ça. Alors qu'avec le nucléaire, le gentil nucléaire, on n'aurait aucun problème. Donc, de toute façon, on est face véritablement à une mafia, il faut dire le mot comme il est, la mafia du nucléaire. Et je ne le vois pas très bien. C'est vrai qu'en France, aujourd'hui, le débat est interdit, comme il est interdit
en Belgique. Mais si ça, et peut-être que seul un incident de type Fukushima qui serait dramatique pour la Belgique ouvrira les yeux des États. Et c'est dramatique de se dire ça. Dominique Riquet, on a affaire à une mafia, les mots sont forts. Oui, le mot est trop fort, parce qu'en réalité, si vous regardez bien, en prenant encore plus de recul, on pourrait dire qu'il y a eu une mafia du charbon. Bon, je veux dire, bon. En l'occurrence, et avec beaucoup d'intérêts, des emplois, les mines, les mineurs, etc. On voit maintenant les problèmes que ça a pu poser, de dépendance et également d'ailleurs de pollution. Bon, on est passé à un autre type d'énergie, l'hydroélectrique, très bien, et le nucléaire. Le nucléaire a été paré de toutes les vertus, c'est vrai. Il est dans une phase où il est très critiqué, c'est vrai. Peut-être que la fission, c'est pas le bon système. Peut-être que la fusion, ça sera mieux. On verra. Et la vraie différence avec le charbon, Dominique Riquet, c'est que le charbon, c'était privé. Là, la force du nucléaire, c'est que c'est l'État. Ouais. Et donc, la filière est entièrement étatisée. C'est le problème du communisme, je veux dire, en quelque sorte. Ce qui est frappant, c'est que... C'est plutôt rassurant de savoir que c'est sous contrôle public. En matière de nucléaire, ce qui est quand même frappant, c'est que comme dans la banque, l'investissement, il est public et la rente, elle devient privée. Voilà. En Belgique, c'est le contribuable belge qui a payé les centrales et c'est une société privée, Engie en l'occurrence, qui jouit de la rente aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est vraiment socialisation des pertes et privatisation des bénéfices. Il faut sortir de cette logique-là. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin, en tout cas. Merci. Merci à vous trois. Merci à vous. Un mot de gauche pour la fin de cette émission de droite. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin d'Europe Hebdo. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires. Bye bye.